Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 18 janvier 2024 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. Le point principal à l'ordre du jour de la réunion de ce 18 janvier 2024 est la suite logique des annonces faites par son Excellence M. le Président de la République à l'endroit de la Nation. Ces orientations ont été rendues publiques lors de son message sur l'état de la Nation, délivré le 28 novembre dernier, mais également durant son allocution de vœux aux populations le 31 décembre 2023 et enfin lors de sa réponse aux vœux des corps constitués nationaux le 5 janvier 2024. Outre le bilan de l'action gouvernementale pour 2023, ces différentes interventions du chef de l'État ont principalement porté sur, premièrement, l'urgence de mettre en œuvre un programme vigoureux d'employabilité et de prise en charge particulière de la jeunesse en cette année 2024, déclarée par le chef de l'État, année de la jeunesse. Deuxièmement, la mise en œuvre immédiate des actions humanitaires d'urgence afin de répondre à la détresse des populations sinistrées par les intempéries, notamment causées par les effets du changement climatique que nous subissons. Enfin, la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2022-2026. C'est ainsi que, sur la base de ces orientations, les membres du Conseil des ministres ont examiné lors de la réunion de ce jour les grandes lignes d'un programme de mise en œuvre accélérée du Plan national de développement et de prise en main de la jeunesse. Ce programme, qui prend en compte les contraintes budgétaires, est décliné en 3 axes principaux. Un axe pro-jeune, fondé sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes. 2. Un axe économique volontariste, d'accélération de la mise en œuvre des projets du programme d'investissement public, PIP en sigle. Mais également un axe fondé sur les questions d'urbanisme, axe qui mettra en avant les questions d'assainissement et de résilience des villes et communes de notre pays. Enfin, et bien entendu, le Conseil des ministres a constaté l'urgence à gérer immédiatement les catastrophes intervenues lors des dernières semaines à travers la mise en œuvre d'actions d'urgence humanitaire. Premier axe, axe pro-jeunesse, fondé sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes. Force dynamique et créatrice, la jeunesse, dont l'âge est compris entre 0 et 35 ans, représente 76% de la population du Congo. Le recensement général de la population et de l'habitation, RGPH en sigle, dont les résultats viennent d'être rendus publics, nous indique que cette population jeune est dénombrée à 4 592 075 personnes. Le Conseil des ministres constate, et le peuple constatera avec nous, que toute politique publique qui ignorerait les besoins de cette population, soit les 3/4 des Congolaises et Congolais, s'exposerait à l'inefficacité et finalement à l'échec. Le recensement nous renseigne plus précisément sur le fait que la population jeune cible des politiques d'insertion à mettre en œuvre est exposée au manque d'emploi. La cible est celle dont l'âge est compris entre 19 et 35 ans. Son nombre s'élève à 2 154 356 personnes. Les statistiques mises à la disposition du gouvernement par l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle,
nous indiquant que sur ces 2 millions de jeunes en demande d'emploi ou de formation, seuls 15 000 environ se sont inscrits auprès de ces guichets. Le Conseil des ministres relève que sur ces 15 000 demandeurs, 2 643 ont bénéficié d'une embauche dans le secteur privé en 2023, et ce, grâce aux actions menées par l'ACPE. Les chiffres nous indiquent donc qu'une prise en main vigoureuse et prioritaire de ces populations jeunes permettrait une résorption à terme de ce chômage endémique. Le Conseil des ministres se réjouit ainsi du fait que des actions spécifiques ont été identifiées et concerneront 500 000 jeunes pour l'année 2024. Cet objectif va se décliner sur la base des actions concrètes et mesures ci-après. Tout d'abord, le gouvernement, afin de donner l'exemple et l'impulsion au secteur privé, annonce la création pour l'année 2024 de 10 000 emplois publics et se propose de créer 90 000 emplois au travers d'une politique active de congolisation des postes, de formalisation des emplois dissimulés et d'encadrement des activités rurales et artisanales. Les pouvoirs publics encourageront le secteur privé dans la création d'emplois, notamment dans les domaines à forte croissance que sont la forêt, les mines et les zones économiques spéciales. Le gouvernement va en outre encourager et promouvoir l'approche IMO, c'est-à-dire celle des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, ainsi que le génie travaux dans les projets d'infrastructures publiques et dans les travaux de l'hydraulique et de l'électrification rurale. Quant à elle, la promotion de l'entrepreneuriat se fera par l'encadrement et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs en assurant la migration de 70 000 unités commerciales du statut informel vers le secteur formel avec une fiscalisation indolore et une protection effective contre la parafiscalité. Pour réussir cette politique ambitieuse d'employabilité, le gouvernement prend 3 engagements majeurs. Premier engagement, optimiser le fonctionnement du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, FIGA en sigle. Celui de l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle, ainsi que l'optimisation du fonctionnement du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA en sigle. Il s'agit par là d'assurer leur financement adéquat et le décaissement de la totalité des crédits budgétaires alloués à ces structures. Il s'agit également de favoriser le crédit bancaire par la mise en place de mécanismes de garantie pour inciter les banques à accorder des prêts à des conditions préférentielles aux jeunes porteurs de projets d'entreprise. Il s'agit également de promouvoir l'inclusion financière, notamment en gelant le coût des services Internet pour favoriser le développement des startups. Je répète, promouvoir l'inclusion financière, notamment en gelant le coût des services Internet pour favoriser le développement des startups. Cette politique globale et ambitieuse ne serait pas complète si elle ne prévoyait pas la prise en compte des soucis que sont l'abandon scolaire précoce, la promotion nécessaire de la formation professionnelle et la recherche d'alternatives éducatives pour encourager le retour des jeunes qui ont quitté prématurément leurs études. Le plan jeunesse, ainsi décliné, comportera également les volets suivants. Insertion et réinsertion des jeunes en conflit avec la loi. À titre d'illustration, le centre d'Aubéville ainsi que d'autres sites seront rapidement opérationnels. Il s'agit également de promouvoir le civisme et d'occuper nos jeunes à des loisirs sains. Le deuxième axe évoqué lors du Conseil des ministres de ce jour
concerne la mise en œuvre accélérée des projets du programme d'investissement public, PIP en sigle. Une politique vigoureuse d'emploi des jeunes et de croissance de notre économie suppose la mise en œuvre du plan national de développement dans un contexte de fortes contraintes financières marqué par la nécessité du redressement de nos finances publiques. Le Conseil des ministres a opté pour la priorité à donner aux projets qui ont déjà fait l'objet d'études. Ces projets qui couvrent les 6 piliers du plan national de développement seront mis en œuvre dès 2024. Le Conseil des ministres a également pris note du fait qu'une trentaine de projets à effet multiplicateur ont été sélectionnés avec l'accord de son Excellence Monsieur le Président de la République. L'exécution d'une douzaine d'entre eux, déjà amorcée, se poursuivra grâce à un mécanisme de financement associant l'État, les banques de la place et les opérateurs économiques. Compte tenu de l'ampleur de toutes les mesures que je viens de décliner au nom du Conseil des ministres, le Conseil des ministres a invité le Premier ministre, chef du gouvernement, à organiser dans les meilleurs délais un séminaire gouvernemental afin d'articuler de manière plus détaillée les mesures à prendre, d'en préciser le financement et le chronogramme. Les conclusions de ce séminaire seront soumises au Conseil des ministres en vue de leur adoption et exécution immédiate. Le Conseil des ministres de ce jour s'est également penché sur le drame que constitue le sort des populations sinistrées à la suite des intempéries que notre pays a connues au cours des dernières semaines. En application des mesures gouvernementales prises à l'occasion du Conseil des ministres du 27 décembre 2023 et suite à la déclaration d'urgence humanitaire rendue publique par le gouvernement le 2 janvier 2024, un plan multisectoriel de réponse aux inondations a été élaboré et approuvé le 9 janvier par les administrations publiques, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, les organisations de la société civile et autres. Le bilan réactualisé de ces intempéries est donc le suivant. 336 560 personnes, soit 63 996 ménages, ont été victimes des inondations et ont été identifiés pour ce faire. 23 décès ont hélas été enregistrés dans les départements de la Likwala, de la Cuvette et du Niari. 9 départements sont concernés par les intempéries et les sinistres, à savoir la Likwala, la Sanga, la Cuvette, les Plateaux, le Poul, le Niari, le Kouilou, Brazzaville et Pointe-Noire. 26 districts sanitaires sont touchés. 6 178 personnes sont des déplacés internes. 2200 hectares de cultures ont été inondés. Enfin, 120 infrastructures scolaires ont été affectées. C'est sur cette base que le Conseil des ministres a pris note des mesures prévues. Ces mesures s'articulent en 2 phases, dont la première concerne l'assistance d'urgence. Celle-ci sera suivie d'une phase post-inondation, incluant les interventions pour un relèvement précoce. Le gouvernement veillera à intégrer les différents secteurs en un seul programme opérationnel. Le Conseil des ministres a pris à cet égard bonne note des mesures suivantes. La création par le gouvernement d'un fonds national de solidarité, abondé immédiatement d'une somme de 2 milliards de francs CFA, libéré conformément à la décision du Conseil des ministres du 27 décembre 2023. Le gouvernement a également autorisé l'ouverture d'un compte bancaire disposé à recevoir les contributions des personnes physiques et morales. La Société nationale des pétroles du Congo, SNPC en sigle, la Fondation MTN et la Banque mondiale ont déjà rendu disponibles leurs contributions. Le Conseil des ministres encourage toutes les bonnes volontés, personnes physiques et morales qui le souhaitent, à faire de même et à contribuer.
Poursuivant ces travaux et dans le cadre de l'adoption de ce plan, l'axe suivant était celui de l'assainissement et de la résilience des villes et communes. Les intempéries évoquées placent les questions d'assainissement urbain au centre des préoccupations majeures dans nos villes, notamment Brazzaville et Pointe-Noire. Les dommages enregistrés sont la conséquence des difficultés d'évacuation des eaux de pluie qui occasionnent des glissements de terrain, des érosions et la dégradation des voiries urbaines. Dans cette optique, le Conseil des ministres rappelle que dans le cadre du budget de l'État exercice 2024, un fonds national de l'entretien routier et de l'assainissement urbain a été créé pour répondre à cette problématique. Après avoir évoqué ces urgences et abordant les autres questions inscrites à son ordre du jour, le Conseil des ministres a statué sur les 10 affaires suivantes, soit un projet de loi et 5 projets de décret au titre du ministère des Hydrocarbures, un projet de loi au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, 2 communications, la première du ministère des Industries minières et de la Géologie et la seconde du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Enfin, des nominations au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Invité par le président de la République à prendre la parole, Monsieur Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres un projet de loi et 5 projets de décret. Le premier texte présenté est un projet de loi d'approbation de l'avenant numéro 1 au contrat de partage de production Marine 11. L'avenant, signé le 10 novembre 2023 par la République du Congo d'une part, et d'autre part, la Société nationale des pétroles du Congo SNPC en sigle, mais également la société Mercuria EP Congo et la société Africa Oil and Gas Corporation, AOGC en sigle, a eu pour objet la désignation d'un nouvel opérateur en charge de la conduite des travaux pétroliers sur le permis Marine 11, ainsi que la modification de la composition du groupe contracteur. Attribué en 2005 à la SNPC, le permis de recherche avait la société Soko EP Congo comme opérateur. Un contrat de partage de production avec la République du Congo ayant été finalement signé puis approuvé par une loi du 30 mars 2006. Les permis d'exploitation, l'IDK, Lubana, Viodo et Lidongo sont issus de ce permis de recherche. Le groupe contracteur a subi ensuite différentes évolutions au gré de cessions d'intérêts participatifs. Par lettre du mois de mars 2019, la société Soko s'est vue signifier par le ministère des Hydrocarbures sa défaillance dans l'accomplissement de sa mission d'opérateur. Le ministère ayant décidé de lui retirer tout droit sur le permis Marine 11. Après un processus de sélection, la société Mercuria EP Congo s'est vue attribuer, en plus du titre d'opérateur, les 40,39% d'intérêts participatifs, jusque-là détenus par Soko. Par lettre du 22 septembre 2020, la société WNR Congo s'est vue exclure du contrat de partage de production, elle également pour manquement grave à ses obligations. C'est finalement le 23 décembre 2020 qu'au terme du processus de sélection du repreneur de la participation de WNR Congo, que la République du Congo a attribué à la société Mercuria la totalité de l'intérêt participatif jusque-là détenu par WNR Congo, portant à 71,89% la participation de cette société dans ce permis. C'est donc cet avenant, modifiant par ailleurs les régimes fiscaux, douaniers et de charges applicables au permis Marine 11, qui a été soumis au Conseil des ministres de ce jour. Celui-ci a donc, après examen et discussion, approuvé le projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 1 au contrat de partage de production Marine 11. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption.
Poursuivant son propos, le ministre Bruno Itoie a soumis à la sagacité des membres du Conseil 5 projets de décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo de permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Il s'agit des permis Marine 24, avec une proposition de groupe contracteur constitué de la SNPC, titulaire avec 15%, et de la société Eni Congo opérateur, 85%. Du permis Marine 29A, avec une proposition de contracteur constitué de la SNPC titulaire avec 15% et de la société Oriental Énergie SAU opérateur avec 85%. Du permis Marine 31, avec un contracteur constitué de la SNPC comme titulaire avec 15% et Eni Congo opérateur avec 85%. Du permis Nanga 3, avec un contracteur constitué de la SNPC comme titulaire à 15%, et du groupe China Oil Natural Gas Overseas Holding United comme opérateur avec 85%. Enfin, du permis Conquati, avec un constructeur constitué de la SNPC titulaire à 15%, et du groupe China Oil Natural Gas Overseas Holding United, opérateur à 85%. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté les 5 projets de décret portant respectivement attribution à la Société nationale des pétroles du Congo des permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux dits permis Marine 24, permis Marine 29, A, permis Marine 31, permis Nanga 3 et permis Conquati. Le Conseil des ministres a toutefois instruit pour ce qui concerne le permis Conquati et le site afférent de Conquati. A donc instruit le Conseil des ministres les ministères des hydrocarbures et de l'économie forestière à s'assurer que l'activité projetée soit exécutée en bonne intelligence et en compatibilité avec les nécessités de préservation de cette aire protégée. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, M. Aimé-Ange Wilfried Bininga, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, a soumis à l'examen des membres du Conseil un projet de loi modifiant et complétant l'article 6 de la loi numéro 4/2019 du 7 février 2019 relative à l'obligation de déclaration de patrimoine par les citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique. Conformément à cette loi, la Cour suprême a reçu les déclarations de patrimoine de certains assujettis. Par une décision rendue le 14 avril 2022, après saisine d'un citoyen, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l'alinéa 1er de l'article 6 de la loi précitée, au motif que cette disposition donne un délai de 3 mois à toute personne assujettie à l'obligation de déclaration de patrimoine, alors que l'article 55 alinéa 1er de la Constitution ne prévoit aucun délai. Les décisions de la Cour constitutionnelle étant conformément à l'article 181 de la Constitution insusceptibles de recours, les pouvoirs publics sont donc dans l'obligation de modifier l'article 6 de la loi précitée de 2019. Le projet de loi soumis à l'examen du Conseil a donc pour objet de retirer les dispositions non constitutionnelles afin de permettre la poursuite du processus de déclaration de patrimoine depuis lors suspendu pour non-conformité de l'alinéa 1er de l'article 6 de la loi de 2019. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi modifiant et complétant l'article 6 de la loi numéro 4/2019 du 7 février 2019 relative à l'obligation de déclaration de patrimoine par les citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Le Conseil des ministres a ensuite suivi 2 communications. La première communication, présentée par M. Pierre Aubat, ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, était relative à la mission
par lui effectué à Beijing, Chine, du 27 au 29 décembre 2023, dans le cadre du démarrage du projet de construction de la ligne de chemin de fer reliant le Congo et le Cameroun. La construction de cette infrastructure permettra le transport du minerai de fer issu de l'exploitation des gisements de Badondo, Avima et Nabeba jusqu'au port de Kribi au Cameroun. La réalisation de ces travaux est séquencée en 2 phases. La première, vers le Cameroun, et la seconde, consistant en la construction d'un chemin de fer partant du département de la Sanga vers le port de Pointe-Noire, avec la construction à Pointe-Noire d'un port minéralier. Le coût total de l'investissement privé attendu pour les 2 phases des sociétés chinoises concernées est de 4 milliards de dollars américains. Le Conseil des ministres s'est réjoui de cette perspective et a félicité leurs excellences, messieurs Paul Biya, président de la République du Cameroun, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour cette illustration spectaculaire de la politique de coopération entre nos 2 pays, symbole de l'intégration sous-régionale. La seconde communication présentée par M. Aimé-Ange Wilfried Bininga, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, était relative à la présentation du rapport national de l'examen périodique universel, EPU en sigle, au titre du 4e passage de la République du Congo, le 30 janvier prochain. L'EPU est un mécanisme créé par l'Assemblée générale des Nations unies et qui permet au Conseil des droits de l'homme d'examiner la situation générale des droits de l'homme dans le monde afin de s'assurer que chaque État respecte ses obligations et ses engagements internationaux. Ce 4e passage pour le Congo sera l'occasion pour notre pays de dresser le bilan des recommandations librement acceptées lors de son passage précédent. Le ministre Bininga a fait un tour d'horizon, à l'intention du Conseil des ministres, des réponses apportées par le Congo aux différentes préoccupations de l'instance internationale. Le Conseil des ministres a pris bonne note de la présentation du dit rapport et a encouragé le ministre Bininga à insister sur les avancées accomplies, notamment en matière de lutte pour la parité et contre les violences faites aux femmes, mais également sur la bonne gouvernance ainsi que la promotion des peuples vulnérables tels que les populations autochtones de notre pays. Enfin, et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a entériné les nominations suivantes pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Sont ainsi nommés président du comité de direction de l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle, Monsieur Iloy Brice Ruffin, inspecteur principal du Trésor. Directeur général de la jeunesse, Monsieur Lukanou Mbonza Gisser Rochard, administrateur des SAF, catégorie 1, échelle 1, premier échelon. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 12h15. Faite à Brazzaville, le 18 janvier 2024. Pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.